Bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 4. Moins il y en aura, mieux ce sera. Tous les soirs, le peuple monégasque est à l'unisson sur les balcons. Tout le peuple monégasque, y compris les princesses et leurs filles. Attention, on arrive. Monégasque. Allez, c'est parti. C'est toujours jour de notre pays. C'est l'inouventu, ou même pas vaillou. Despe toujours à Koulourou, c'est Djanka. Esta la breva, la nostra libertà. Hurrah! Pour le prince, hip hip hip! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Voilà, venez rejoindre le réseau Malizia. Partagez vos photos et vidéos, soit en les postant sur les réseaux sociaux avec le hashtag, soit par email. Dans quelques instants, nous serons en duplex avec le ministre des Finances et avec Jean Castellini. Nous évoquerons, bien entendu, les mesures d'urgence prises ou à prendre afin d'éviter d'ajouter une crise économique à la crise sanitaire. Face au coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de notre médecin de famille pour nous informer et aussi pour nous rassurer. Les généralistes ont un rôle clé de triage par téléconsultation puis de suivi des patients. Nous allons faire le point dans cette émission avec le docteur Kylian. Mais tout de suite, le point info avec Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony. Dans ce point information du jour, nous allons parler fermeture. Depuis vendredi soir, le gouvernement a décidé d'interdire les accès au littoral et au rivage de la Principauté. Vous le voyez sur la liste qui s'affiche derrière moi. Il est à présent plus possible de circuler du côté des Anses, du Portier ou du Larvoto, ou encore les digues du Port Hercule ou de Fontvieille, et pour des raisons évidentes sanitaires, puisque vous le savez, le virus reste actif plusieurs heures sur les surfaces inertes. Il est à présent également interdit de se rendre dans les parcs ou les jardins publics ou également dans les aires de jeu pour les enfants. Je vous rappelle que seuls les déplacements professionnels indispensables ou les déplacements individuels de courte durée et à proximité du domicile sont autorisés. Du côté des hôtels de la Principauté, ils sont également de plus en plus à afficher porte close. L'hôtel Métropole était l'un des premiers à prendre cette décision mercredi. La Société des Bains de Mer a également annoncé la fermeture progressive de ces établissements jusqu'au 30 avril minimum, et la réservation est donc suspendue jusqu'à cette date-là. L'hôtel de Paris et le Monte Carlo Bay resteront eux ouverts car ils possèdent des résidents à l'année. L'ensemble des restaurants et bars du groupe, tout comme évidemment le casino, sont bien sûr d'ores et déjà fermés. Merci Alexandra. Vous avez d'ailleurs mentionné les déplacements professionnels indispensables, mais malheureusement, il y a aussi ceux qui aimeraient bien pouvoir aller travailler, mais qui ont dû fermer boutique dans l'intérêt collectif pour limiter la propagation du virus. Les commerçants ont poussé un cri d'alarme il y a quelques jours. Ils se sont déclarés en guerre pour la survie de l'économie monégasque. Alors justement, nous allons faire un point complet avec le ministre des Finances et de l'Économie. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir Yann Anthony. Merci beaucoup de participer à cette émission et d'être là. Pour éviter d'ajouter une crise économique à la crise sanitaire, il faut prendre des mesures parce que il a fallu fermer les bars, les restaurants, la plupart des commerces. Ça veut dire que pour de nombreux professionnels, l'argent ne rentre plus. Or, l'argent doit encore continuer à sortir, que ce soit pour les loyers, que ce soit pour des salaires, que ce soit pour des charges ou encore des taxes. Quelles sont les mesures que vous avez prises ? Alors, pour commencer, puisque vous mentionnez justement un certain nombre de commerces, notamment les restaurants, mais aussi tous les commerces qui, depuis, ont fait l'objet de fermetures pour des mesures sanitaires, je voulais bien évidemment les assurer en mon nom personnel et au nom du gouvernement princier de tout mon soutien. Il y a aussi de nombreuses entreprises, j'y reviendrai, qui fonctionnent aujourd'hui en mode dégradé. Et puis, il y a, et il faut les en remercier, des commerces de proximité, des magasins alimentaires, des tabacs, des pharmacies, qui restent ouverts et qui constituent ce lien indispensable avec la population.
Alors, pour répondre plus précisément à votre question, j'ai envie de reprendre l'analogie sanitaire qui nous occupe depuis maintenant plusieurs semaines. Vous savez, les mesures barrières, les gestes qui protègent, et puis ça c'est l'immédiat, c'est pour faire face tout de suite. Et puis il y a évidemment le temps du traitement, et puis nous l'espérons tous le plus rapidement possible, celui du rétablissement. Mais très concrètement, aujourd'hui, il faut faire face aux échéances, et notamment aux échéances de fin de mois. Nous sommes autour du 20, et la semaine qui débute, elle s'annonce critique pour beaucoup d'entreprises. Dans cet esprit, un certain nombre de mesures à caractère social et financier ont d'ores et déjà été prises en coordination avec le département des affaires sociales et de la santé. Elles concernent le recours au chômage partiel ou au chômage total temporaire pour certaines entreprises. Elles concernent également la possibilité de reporter les charges sociales. Mais comme vous le dites à juste titre, il faut que l'argent circule, ou il faut en tout cas, pour un certain nombre d'entreprises et de commerces frappés par la crise, éviter de sortir de l'argent aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous Alors les loyers, par exemple, est-ce que ça, les loyers, vous faites un geste, parce que notamment dans le cadre du secteur domanial? Tout à fait. Voilà, la première mesure forte que nous avons prise ces dernières heures, c'est d'exempter, d'exonérer pour 3 mois les commerces qui sont locataires dans les domaines du paiement de leur loyer. Ça n'est pas une suspension, Tous les c'est une commerces exonération pure et simple. Tous les commerces ou ceux qui ont dû fermer? Ceux qui ont dû fermer, bien évidemment, excusez-moi. Oui, ce sont ceux qui D'accord. aujourd'hui se retrouvent dans l'obligation de fermer, qui ont, dans un premier temps, donc, le loyer du deuxième trimestre intégralement suspendu, intégralement exonéré. Ils ne payent pas de loyer pour le deuxième trimestre, ils ne le paieront pas. Et ils se verront également, pour ceux qui avaient payé le mois de mars, et on a bien vu que les mesures de fermeture, elles ont été prises mi-mars, et dès le début du mois de mars, il y avait une chute très forte au niveau de la fréquentation. Le loyer du mois de mars leur sera également intégralement remboursé. Donc ça, c'est les commerces qui ont dû fermer. Quid de ceux qui ont une activité d'indépendants, par exemple, et qui ont le siège de leur société en nom personnel chez eux dans les domaines? Alors cela veut dire clairement qu'au titre de l'année 2020, ceux qui auraient par exemple déjà payé le début d'année… Toute l'année 2020, donc voilà. de janvier jusqu'à décembre sur l'année 2020, il n'y aura plus de Non, loyer pour les gens l'exercice qui de cette travaillent depuis leur activité domicile. à domicile. Très bien. En effet, ceux qui ont déjà peut-être payé depuis le début de l'année se verront remboursés, puisqu'il y a la possibilité pour certains de payer notamment tous les mois. Et ceux qui n'ont pas encore payé, ou ceux qui devraient acquitter la fin de l'année 2020 n'auront rien à payer. Sachant, pour poursuivre sur les entrepreneurs monégasques, les indépendants, les travailleurs indépendants, qui peuvent également bénéficier d'un SMIC, d'une rémunération exceptionnelle à hauteur du SMIC. Alors, une fois encore, là, vous évoquez le cas plus général des travailleurs indépendants qui pourraient tout à fait ne pas être locataires domaniaux, ou qui pourraient également, d'ailleurs, être locataires domaniaux. Donc, on laisse de côté cette redevance à laquelle je faisais allusion, mais bien évidemment, il convient, pour ceux qui sont inscrits en principauté en tant que travailleurs indépendants, pour le gouvernement, il convient d'être à leur côté. Et en effet, a été acté le fait qu'une rémunération de l'ordre du SMIC monégasque leur sera versée sur demande, parce que c'est une catégorie, elle aussi, extrêmement fragilisée par les événements que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement, alors je vous remercie beaucoup, Jean Castellini, de prendre le temps de bien nous expliquer les choses. Ça concerne beaucoup de gens à Monaco, des gens qui travaillent à Monaco. Donc on a parlé des commerçants qui ont dû cesser leur activité. On a parlé des indépendants, des gens qui exercent à domicile ou en tout cas qui ont leur siège dans les domaines. On a parlé des travailleurs indépendants. Maintenant, si on parle des commerçants qui ont dû interrompre leur activité, mais qui ne sont pas dans les domaines, qui sont dans le privé.
Est-ce qu'il y a des mesures pour eux? Alors, je pense qu'à ce stade, il faut en appeler au civisme de tous. L'État propriétaire ne peut pas tout. Il y a un certain nombre d'entreprises ou de commerces qui sont aujourd'hui locataires dans le privé et je pense qu'il est temps pour tous de se montrer solidaires. Chacun, propriétaire comme locataire, y a intérêt. Un propriétaire privé qui se retrouverait sans locataire dans les semaines ou les mois qui viennent parce que le locataire fait faillite ou n'est pas en mesure de faire face à ses obligations, ça ne me semble dans l'intérêt de personne. Donc il pourra y avoir, il devrait y avoir, je l'espère, également un élan de solidarité dans ce sens qui amènerait les propriétaires privés à prendre les décisions qu'ils estiment opportunes, baisser le coût du loyer par exemple, suspendre le paiement du loyer pour 2 ou 3 mois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement apportera beaucoup d'attention à ce qu'il y ait cette solidarité qui se manifeste et je n'exclus rien, nous n'excluons rien. Si d'une manière ou d'une autre nous ne constatons pas d'évolution dans ce sens, nous pourrions nous retrouver contraints de proposer au Conseil national de légiférer sur la question. D'accord, donc dans un premier temps, vous demandez aux propriétaires, donc dans le privé, de faire preuve de solidarité ou alors, si ça ne marche pas, vous travaillerez avec le Conseil national pour légiférer sur la question. Voilà, mais je pense que d'ores et déjà, je peux vous dire que nous avons eu des représentants significatifs du secteur privé, bon, je ne vais pas les citer à l'antenne, s'ils regardent cette émission, ils se reconnaîtront, qui ont fait preuve de civisme, de solidarité, et voilà, le message commence à passer, nul doute que grâce à cette émission, il sera plus largement partagé et que nous aurons là aussi d'autres beaux exemples d'union nationale autour de l'aide à apporter aux plus fragiles. Alors, il convient également de garantir, de protéger la trésorerie des entreprises à Monaco. Vous avez mis au point un système de bonification, donc des taux zéro. En clair, si un professionnel a un souci et est dans le rouge ou souhaite emprunter de l'argent, vous, l'État, ferez en sorte qu'il bénéficie d'un taux zéro. Voilà, il y a en fait des dispositifs qui existent, mais qui, dans l'urgence et avec l'accord de tous et la coopération d'un certain nombre de services de l'État d'un côté et de l'Association monégasque des activités financières de l'autre, et je remercie son président Étienne Franzy, avec lequel j'étais en ligne dès dimanche dernier pour faire évoluer donc ces dispositifs existants. Il y avait jusqu'à présent des mesures qui consistait à accorder à des entreprises qui souhaitaient réaliser des investissements structurants. Il y avait la possibilité donc qu'elles contractent un prêt auprès d'un établissement bancaire et que l'État prenne à sa charge le différentiel entre un certain taux et puis celui qui était pratiqué par l'établissement. Nous avons décidé d'aller loin à 2 titres. Premièrement, vous n'avez pas besoin de réaliser cet investissement structurant, vous vous retrouvez face à la crise et vous avez donc un souci de trésorerie ou un découvert à assumer. Et donc, dans ce cas, le dispositif fonctionnera également. Et puis, il nous semblait également logique que le taux pratiqué soit ramené à zéro, c'est-à-dire nous nous sommes mis d'accord avec les établissements bancaires pour qu'il y ait un taux unique qui soit pratiqué, parce qu'il faut couvrir certains frais. Ce taux est très bas et très compétitif, mais en tout état de cause, c'est l'État qui le prendra à sa charge. Donc cela veut dire que concrètement, si un artisan, un entrepreneur, un commerçant va voir sa banque, contracte un prêt de trésorerie, installe une formalité de découvert, et qu'il y a donc un taux minime qui lui est facturé par la banque, ce taux sera pris en charge par l'État. Et pour favoriser et pour aider les banques également à accorder des crédits, vous mettez en place un fonds de garantie des crédits, ou en tout cas vous l'augmentez de manière à ce que si le professionnel ne peut pas faire face à sa dette et ne peut pas rembourser, à ce moment-là, c'est vous qui intervenez. Voilà, là encore, il y a un dispositif qui existe depuis de nombreuses
où jusqu'à présent, à part égale, contribuaient l'État et les établissements bancaires à Monaco. L'idée, c'était en effet qu'à tout moment, une entreprise puisse avoir besoin de recourir à un financement et se retrouver en difficulté. Et à ce moment-là, l'État, à travers ce fonds, enfin les participants à travers ce fonds, État comme établissement bancaire, assumait à hauteur de 65% le défaut. Aujourd'hui, et là, ça passe à 100%. C'est 100%. Et comme les sommes qui devront être mobilisées pour soutenir l'économie sont sans commune mesure avec les sommes qui étaient aujourd'hui, qui dotaient ce fonds, eh bien, nous avons décidé, là encore, avec les établissements bancaires, de contre-garantir les prêts accordés par ce fonds de garantie dans un premier temps, et la somme pourra être revue à la hausse si besoin, mais dans un premier temps, la contre-garantie est de l'ordre de 50 millions d'euros. Donc, si quelqu'un se retrouve en difficulté, la banque doit être en mesure de prêter, parce que la banque, aujourd'hui, prend 0 risque. L'intégralité du risque est prise en charge par l'État. Je rappelle 2 choses. En France, c'est 90% à travers la structure BPI France. À Monaco, nous sommes tout de suite passés de 65% à 100%. Et puis, cela veut donc dire que tout le monde assume sa responsabilité. Je rappelle que là encore, le patron de BPI France, Nicolas Dufour, a parlé de pont aérien de cash et que certains dirigeants bancaires dont les établissements avaient été très secoués par la crise financière de 2008, estiment aujourd'hui être pleinement en capacité d'aider l'économie et même plus dire que c'est leur rôle. Donc nous serons également vigilants que les établissements bancaires en principauté remplissent ce rôle à nos côtés, mais je ne doute pas que nous pourrons compter sur eux. Je vois que le Conseil national des élus propose la création d'un fonds d'intervention d'urgence à hauteur de 150 millions pour procéder à des aides directes. Est-ce que c'est à l'étude? Est-ce que vous êtes favorable à cette idée? Une fois encore, j'ai envie de dire, peu importe le dispositif, le nom qu'on lui donne, les modalités qu'il prend, nous devrons faire face à des obligations de financement massives. Lorsque j'évoquais tout à l'heure les dispositifs… Avec le fonds de garantie, vous apportez une protection, un parapluie. Est-ce que vous allez injecter de l'argent pour aider l'économie et aider les entreprises? Pour payer les salaires, par exemple. Nous serons de toute manière amenés à le faire et tous les services et les départements concernés au niveau de l'État vont dans les tout prochains jours chiffrer beaucoup plus précisément les demandes et les besoins. Cela nous engage à regarder, et je les remercie aussi également, avec l'ordre des experts comptables, la manière dont les entreprises qui, elles, continuent de travailler, par exemple, mais en mode dégradé, devront être soutenues. Et le fonds d'urgence auquel vous faites allusion, il devra tenir compte de la baisse du chiffre d'affaires ou de la rentabilité d'une entreprise, quelle qu'elle soit locataire du privé ou locataire des domaines, qu'elle soit commerçante et encore en activité, ou qu'elle soit activité de bureau, activité d'usine à caractère industriel, tous vont être confrontés à une réduction de leur activité. Et donc, avec les experts comptables, nous regarderons précisément, mais avec des procédures qui sont en cours de finalisation, les chiffres de manière concrète, et le fonds auquel vous faites allusion devra notamment servir à aider les sociétés qui auront rencontré, depuis le début de la crise, un manque à gagner et une baisse de leur activité. Merci beaucoup Jean Castellini, ministre des Finances et de l'Économie, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions dans le cadre de cette émission spéciale Monaco face au Covid-19. À très bientôt. Tout de suite, les infos pratiques avec vous, Alexandra Pani. Yann Anthony, on l'a vu sur les réseaux sociaux, la cuisine est devenue l'un des hobbies préférés pendant ce confinement. Et on a de la chance ici en Principauté d'avoir de nombreux chefs étoilés. Parmi eux, Marcel Ravin qui propose une belle surprise. Regardez. Retrouvez-nous ce soir pour cuisiner ensemble un chicken tikka, un dessert sans gluten
vous allez retrouver la liste des ingrédients dans le fil à 18h30. Rendez-vous. Donc pour les amateurs, sachez que les ingrédients sont postés sur son profil Instagram le matin et il vous donne rendez-vous à partir de 18h30 en direct pour réaliser ensemble la recette. Et vous pouvez le voir, les ingrédients sont simples. Autre belle initiative pour occuper vos journées, plusieurs musées de renom donnent accès à leur galerie gratuitement. Je veux parler du Louvre par exemple, du Château de Versailles, du British Museum à Londres, du Guggenheim ou du MoMA à New York ou encore le Van Gogh Museum à Amsterdam. La liste est encore longue, une belle occasion de visiter ces lieux emblématiques de la culture tranquillement depuis votre canapé. Merci Alexandra. Après les musées depuis son canapé, voici maintenant les médecins par téléphone grâce aux téléconsultations. Bonsoir, docteur Kilian. Bonsoir Yann Anthony. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est très intéressant de parler avec un médecin généraliste. Comment gérez-vous cette crise sanitaire? Écoutez, pour l'instant Yann Anthony, on la gère plutôt bien. Dans le corps médical, ça fait déjà quelques semaines qu'on se prépare à ce qui arrive actuellement. On est en communication avec différents hôpitaux périphériques. Je pense en l'occurrence à l'Alsace, mais également à l'Italie. Donc on a déjà pu anticiper petit à petit, déjà même avant les recommandations officielles. On a mis en place chacun un petit peu de notre côté au début, des process au sein de nos cabinets médicaux. Donc on a commencé à adapter un peu nos salles d'attente, à gérer au mieux pour limiter justement tout risque de transmission. Et actuellement, les choses se sont bien sûr un peu accélérées ces derniers jours, mais les choses s'articulent de manière plutôt productive. Tous les médecins de ville répondent à l'appel, tous les médecins sont volontaires, sont mobilisés. Je tiens à souligner également l'engouement important des spécialistes de ville, qui en plus des médecins généralistes répondent vraiment présents et sont là pour nous aider. Alors précisément, vous l'évoquez, il y a des risques de propagation dans la salle d'attente, ce qui favorise la téléconsultation. Est-ce que vous faites de la téléconsultation? Oui, tout à fait. On a commencé la téléconsultation. Je me permets de rebondir sur votre premier propos. Je pense que c'est tout l'enjeu au jour d'aujourd'hui, de limiter un maximum la transmission entre autres manuportée. Donc bien sûr les gouttes de tête de salive chez les patients symptomatiques, mais aussi tous les patients qui pourraient manipuler, toucher des substances et des surfaces infectées qui pourraient justement contaminer nos cabinets médicaux, nos salles d'attente. Et donc la téléconsultation est un outil vraiment très intéressant. Moi-même je l'ai mis en place avec mon associé depuis quelques jours, mais la plupart des confrères de la principauté, mais également des communes limitrophes, l'utilisent actuellement. Ça permet de limiter les passages. Quelles sont les questions qui reviennent? Quel est votre rôle en tant que téléconsultant? Premièrement, déjà, rassurer nos patients. Je pense qu'ils ont besoin de voir que le corps médical est présent, qu'on est là, on est au poste, on est là pour aider la population, pour répondre aux interrogations, pour aiguiller également les patients. Je pense qu'il est très important de comprendre, c'est l'enjeu de préservation de l'hôpital. On a un très bel hôpital, notre hôpital Princesse Grace, avec des praticiens extraordinaires, mais on n'en a qu'un seul. Et c'est vraiment important de le préserver au maximum, d'éviter un afflux de patients trop important qui pourrait contaminer l'hôpital, mais également surcharger les structures de soins. Donc le médecin généraliste, il est là. Donc dans le dispositif stratégique, finalement, dans le dispositif stratégique, vous vous occupez du filtrage. Vous êtes quelque part en première ligne. La première ligne, ça ne doit pas être les urgences. C'est vous, les gens vous appellent et c'est vous, en fonction de ce qu'on vous dit, qui aiguillez et dites, vous avez peut-être intérêt à aller à l'hôpital, c'est ça? Tout à fait. Donc actuellement, l'hôpital est réservé vraiment aux cas graves, au cas à risque de fortes complications avec déjà une symptomatologie aiguë, des gens qui ont vraiment des détresses respiratoires, des aggravations nettes de l'état général. Tous les autres patients, pour l'instant, on cherche un maximum à les canaliser, à les maintenir à domicile pour éviter la transmission et la propagation. On a un bel outil également par le call center qui est en train petit à petit de se développer au moment où je vous parle. Beaucoup de gens travaillent sur cet outil qui va nous aider dans les prochains jours, dans les prochaines semaines aussi, à faire cette régulation téléphonique. Alors, est-ce que vous-même, docteur Kilian, vous avez eu affaire à des patients présentant les symptômes du coronavirus et est-ce que vous les avez redirigés vers l'hôpital? Alors, j'ai bien sûr beaucoup de patients qui sont concernés par une symptomatologie qui est compatible avec le coronavirus.
Ceux qui n'ont pas de symptômes graves, je les maintiens à domicile. Je les réévalue par téléphone tous les jours ou par téléconsultation, certains que j'ai visités à domicile. Et il m'est arrivé en effet d'adresser certains patients, très peu fort heureusement pour l'instant, avec des cas graves directement à l'hôpital, qui ont été pris en charge par un process très réglementé via les pompiers pour éviter tout risque de contamination des services hospitaliers. On a un service qui est vraiment dédié à l'accueil de ces patients pour éviter un transit dans les couloirs et dans les voies d'accès habituelles, et donc bien sûr la transmission et la contamination. Donc quand on a un médecin traitant, un médecin généraliste, et qu'on présente des symptômes, c'est lui qu'on appelle, c'est vous qu'on appelle. On ne va pas tout de suite à l'hôpital, c'est ça? On ne va surtout pas à l'hôpital, mais on peut appeler soit son médecin généraliste, soit nous avons donc ce service d'appel téléphonique, ce call center, qui est donc joignable au 92 05 55 00, numéro que vous retrouvez très aisément, où vous avez donc des intervenants téléphoniques, des médecins, des paramédicaux, des bénévoles de la Croix-Rouge qui vont pouvoir aussi vous aider et faire le lien entre le médecin traitant, entre les besoins à l'hôpital ou non, et le maintien à domicile. D'accord. Et une fois que l'on aura atteint, on était en ligne avec la directrice du CHPG, Benoît de Sévelinge, hier, qui nous disait que la semaine prochaine, on devrait atteindre le pic de cette épidémie et a priori d'ici 3 semaines, autour du 5 avril, vraiment, on sera au plus haut. En tout cas, c'est ce que disent les prédictions mathématiques. Et dans ce cadre-là, vous, les médecins généralistes, vous aurez également un rôle important à jouer dans le dispositif pour accompagner les patients, éventuellement ceux qui sortiront de l'hôpital? Bien sûr. Alors tout d'abord, notre rôle, il est dès aujourd'hui d'essayer d'éviter le pic justement épidémique, mais d'essayer de le lisser plutôt vers un plateau pour éviter justement un engorgement trop important de l'hôpital. Donc c'est toutes ces mesures préventives qu'on met en place actuellement en maintenant les patients stables à domicile un maximum pour limiter l'extension du virus qui va nous permettre d'éviter cette explosion. Et après, bien sûr, il est question après de suivre les patients à domicile, les patients qui auront été stabilisés, avec une réévaluation, soit par téléconsultation, soit physiquement, de ces patients qui pourraient libérer des lits nécessaires, bien sûr, à des patients plus graves ou des patients évolutifs. Voilà, c'était très clair. Merci beaucoup, Dr Kilian, d'avoir pris le temps de participer à cette émission spéciale Monaco face au Covid-19. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, le coronavirus est partout. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. En ces temps tourmentés, en ces heures de disette, nous, les enfants, décidons de reprendre le pouvoir. Que nos journées seront occupées uniquement pour 3 activités. Les dessins animés, les rigolades, la trottinette et le ballon d'intérieur. Pour les parents, interdiction de se discuter, de lever la voix ou de se reposer. Voilà, j'adore le concept de la roue pour savoir ce qu'il faut faire pendant le confinement. Je crois que ça marche aussi avec un stylo. Donc s'il va vers le haut, je continue de travailler. S'il va vers le bas, je prends l'apéro. Mais d'abord, Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. Apéro. Bonjour. Coucou.